Je pense qu'un objectif majeur de la présidence est de restaurer la démocratie. On pourrait se demander, sommes-nous vraiment en démocratie? Sans retour d'informations factuelles, il faut reconnaître que, pardonnez-moi, il peut être difficile de garder son sérieux parfois. S'il n'y a pas de bonne boucle de rétroaction entre le peuple et le gouvernement, et si c'est la bureaucratie qui est aux commandes, alors quel sens a réellement la démocratie? Si le peuple ne peut pas voter et voir sa volonté mise en œuvre par ses représentants élus, le président, le Sénat et la Chambre, alors nous ne vivons pas en démocratie. Nous vivons dans une bureaucratie. Il est donc crucial que nous rétablissions cette boucle de rétroaction et que les représentants élus du peuple, le président, la Chambre et le Sénat, prennent les décisions, au lieu d'avoir une vaste bureaucratie non élue. Ce n'est pas dire qu'il n'y a pas de bonnes personnes dans la bureaucratie fédérale, mais elle ne peut pas être autonome. Elle doit être au service du peuple. C'est tout l'enjeu d'une démocratie. Si vous demandiez aux pères fondateurs ce qu'ils pensent de la situation actuelle, avec cette branche non élue et anticonstitutionnelle du gouvernement qu'est la bureaucratie, qui a souvent plus de pouvoir que n'importe quel représentant élu, ce n'est pas ce que les gens veulent. Cela ne correspond pas à la volonté du peuple. Nous devons corriger cela. Nous devons également nous attaquer au déficit. Avec un déficit de 2 billions de dollars, si nous ne faisons rien, le pays fera faillite. Il est vraiment stupéfiant que la réduction des dépenses fédérales soit considérée comme optionnelle. C'est essentiel pour que l'Amérique reste solvable. C'est essentiel pour que l'Amérique ait les ressources nécessaires pour servir ses citoyens, au lieu de simplement rembourser d'énormes dettes. Pourriez-vous mentionner certaines des découvertes de votre équipe, notamment concernant cette femme qui est partie avec environ 30 millions? Eh bien, nous trouvons plutôt étrange qu'il y ait pas mal de gens dans la bureaucratie qui ont officiellement un salaire de quelques centaines de milliers de dollars, mais qui parviennent mystérieusement à accumuler des dizaines de millions de dollars de patrimoine pendant leur mandat. C'est ce qui s'est passé à l'USAID. Nous nous demandons d'où vient cet argent. Peut-être sont-ils très doués en investissement, mais il semble qu'ils s'enrichissent mystérieusement. Nous ne savons pas pourquoi. La réalité est qu'ils s'enrichissent aux dépens des contribuables. C'est la vérité. Si vous regardez le Trésor, par exemple, des contrôles de base qui devraient être en place dans n'importe quelle entreprise, comme s'assurer que chaque paiement a un code de catégorisation, qu'il y a un champ de commentaires qui décrit le paiement, et que si un paiement est sur la liste des interdictions, on ne le fait pas. Aucune de ces choses n'est vraie actuellement. La raison pour laquelle les départements ne peuvent pas passer les audits est que les paiements n'ont pas de code de catégorisation. C'est comme si des chèques en blanc sortaient en masse du bâtiment. On ne peut pas réconcilier des chèques en blanc. Les champs de commentaires sont aussi vides, donc on ne sait pas pourquoi le paiement a été fait. Et puis nous avons cette liste à ne pas payer, vraiment absurde, où il peut falloir jusqu'à 1 an avant qu'une organisation y soit inscrite. Nous parlons d'organisations terroristes, de fraudeurs connus, de gaspillage avéré, de choses qui ne correspondent à aucune affectation du Congrès. Cela peut prendre jusqu'à 1 an pour être mis sur la liste. Et même ce qui est sur la liste n'est pas utilisé. C'est ahurissant. Ce dont nous parlons ici, c'est simplement d'ajouter des contrôles de bon sens qui devraient être présents, mais qui ne l'ont pas été. On pourrait se demander comment une telle situation a pu survenir. Cela semble fou, quand on comprend que tout est orienté vers la minimisation des plaintes. Alors on comprend les motivations. Si les gens reçoivent de l'argent, ils ne se plaignent pas, évidemment. Mais s'ils n'en reçoivent pas, ils se plaignent. Et les fraudeurs sont ceux qui se plaignent le plus fort et le plus vite. Quand on comprend cela, on comprend pourquoi ils approuvent tous les paiements au Trésor. Parce que si vous approuvez tous les paiements, vous n'avez pas de plainte. Mais maintenant, nous disons que non. En fait, nous allons tous nous plaindre. Si l'argent est mal dépensé, si vos impôts ne sont pas utilisés de manière sensée et économe, ce n'est pas acceptable. Vos impôts doivent être dépensés de façon réfléchie. Ce n'est pas draconien ou radical, je pense. Il s'agit simplement de regarder chacune de ces dépenses et de se demander, est-ce vraiment dans l'intérêt des gens? Si oui, c'est approuvé. Sinon, nous devrions y réfléchir. Et il y a des choses folles, comme un examen rapide de la sécurité sociale, où l'on trouve
des gens qui auraient 150 ans. Connaissez-vous quelqu'un qui a 150 ans? Moi non. Il devrait être dans le livre Guinness des records. Il rate une belle occasion. Vous savez, dans ce cas, je pense qu'ils sont probablement morts, ou alors ils devraient être très célèbres. Il y a aussi beaucoup de versements de la sécurité sociale, sans aucune information d'identification. Pourquoi n'y a-t-il pas d'information d'identification? Évidemment, nous voulons nous assurer que les personnes qui méritent de recevoir la sécurité sociale la reçoivent, et qu'elles la reçoivent rapidement et correctement. Une autre chose folle, nous ne cherchons pas à redimensionner la bureaucratie fédérale, mais il est clair qu'il faut des gens qui travaillent pour le gouvernement fédéral, mais pas autant qu'actuellement. Donc nous disons, d'accord, si les gens peuvent prendre leur retraite avec tous leurs avantages, ce serait bien. Ils peuvent partir à la retraite, recevoir leur pension, tout ça. Et puis on nous dit, c'est une excellente anecdote, que le nombre maximum de personnes qui peuvent partir à la retraite en un mois est de 10 000. Nous demandons pourquoi. Eh bien, parce que tous les documents de retraite sont traités manuellement sur papier. C'est calculé manuellement, puis écrit sur une feuille de papier. Ensuite, ça descend dans une mine. On leur demande comment ça une mine? Oui, il y a une mine de calcaire où nous stockons tous les documents de retraite. Quand vous regardez une photo de cette mine, nous posterons des photos plus tard. Elle ressemble à quelque chose des années 50, parce qu'elle a été mise en service en 1955. C'est comme un voyage dans le temps. Et le facteur limitant est la vitesse à laquelle l'ascenseur du puits de mine peut se déplacer. C'est ce qui détermine combien de personnes peuvent partir à la retraite du gouvernement fédéral. Et l'ascenseur tombe en panne parfois, et alors personne ne peut partir à la retraite. N'est-ce pas fou? Il y a environ 1000 personnes qui travaillent là-dessus. Je pense que si nous prenons ces gens et leur disons, au lieu de travailler dans un puits de mine et de transporter des enveloppes Manila vers des boîtes dans une mine, vous pouvez faire pratiquement n'importe quoi d'autre. Vous contribueriez aux biens et services des États-Unis de manière plus utile. Donc voilà un exemple. Au niveau général, si on veut augmenter la prospérité, il faut faire passer les gens de rôles à productivité faible ou négative à des rôles à haute productivité. Et ainsi augmenter la production totale de biens et services, ce qui signifie qu'un niveau de vie plus élevé est disponible pour tous. C'est l'objectif réel. Vous avez des détracteurs, Monsieur Musk, en particulier chez les démocrates. J'ai des détracteurs, je n'y crois pas. On dit que vous orchestrez une prise de contrôle hostile du gouvernement et que vous le faites de manière non transparente. Quelle était votre réponse à cette critique? Eh bien, tout d'abord, on ne pourrait pas avoir un mandat plus fort du public. Le public a voté, nous avons une majorité du vote public pour le président Trump. Gagner la Chambre, gagner le Sénat. Les gens ont voté pour une réforme majeure du gouvernement. Il ne devrait y avoir aucun doute à ce sujet. C'était dans la campagne. Le président en a parlé à chaque rassemblement. Les gens ont voté pour une réforme majeure du gouvernement. Et c'est ce qu'ils vont obtenir. Souvent, les gens n'obtiennent pas ce pour quoi ils ont voté. Mais dans cette présidence, ils vont l'obtenir. C'est ça la démocratie. Monsieur Musk, la Maison-Blanche dit que vous identifierez et vous récuserez de tout conflit d'intérêts que vous pourriez avoir. Est-ce que cela signifie que vous vous contrôlez vous-même? Quels sont les contrôles et équilibres en place pour garantir la responsabilité et la transparence? En fait, nous essayons d'être aussi transparents que possible. Nous publions nos actions sur le compte Doge sur X et sur le site web Doge. Toutes nos actions sont maximalement transparentes. En fait, je ne pense pas qu'il y ait eu d'organisations plus transparentes que ces organisations. Les choses que nous faisons sont, je pense, très simples et basiques. Par exemple, concernant le Trésor, s'assurer simplement que les paiements qui sortent, l'argent des contribuables qui sort, soient correctement catégorisés, que le paiement soit expliqué, que les organisations sur la liste de non-paiement, et il en faut beaucoup pour y arriver, ne soient effectivement pas payées, alors qu'actuellement elles le sont. Ce ne sont pas des décisions de jugement individuel. Il s'agit simplement d'avoir des contrôles et des équilibres sensés dans le système lui-même pour garantir que l'argent des contribuables soit bien dépensé. Cela n'a rien à voir avec, disons, un contrat avec une de mes entreprises. Mais s'il y a un conflit d'intérêts concernant vous-même, par exemple, vous avez reçu des milliards de dollars en contrats fédéraux, notamment avec le Pentagone.
que le président vous a demandé d'examiner. Est-ce que vous vous contrôlez vous-même? Y a-t-il une forme de responsabilité, de contrôle et d'équilibre en place qui apporterait de la transparence pour le peuple américain? Eh bien, toutes nos actions sont entièrement publiques. Si vous voyez quelque chose qui vous semble être un conflit d'intérêts, les gens n'hésiteront pas à le dire. Ils le diront immédiatement, y compris vous-même. C'est la transparence qui construit la confiance, pas simplement quelqu'un qui affirme être digne de confiance. Donc la transparence permet de voir tout ce qui se passe. Not simply somebody asserting trust. So not somebody saying they're trustworthy, but transparency, so you can see everything that's going on. Et vous pouvez voir si je fais quelque chose qui bénéficie à une de mes entreprises ou non. C'est totalement évident. Et nous ne le laisserions pas examiner ce secteur si nous pensions qu'il y avait un manque de transparence ou un conflit d'intérêts. Nous surveillons aussi cela. C'est un grand homme d'affaires. C'est quelqu'un qui réussit. C'est pour ça que nous voulons qu'il fasse ça. Nous ne voulons pas quelqu'un qui ne réussit pas. Une chose qu'Elon n'a pas vraiment mentionnée, ce sont les groupes de personnes qui reçoivent certains de ces paiements. C'est ridicule. Nous parlons de milliards de dollars que nous avons déjà trouvés. Nous avons découvert de la fraude et des abus. C'est abusif, car la plupart de ces choses sont pratiquement inventées ou ne devraient certainement pas recevoir d'argent. Nous parlons de dizaines de milliards de dollars que nous avons déjà trouvés. Et maintenant, un juge activiste veut essayer de nous arrêter. Pourquoi? Je ne peux pas revenir sur le fait que j'ai dit que le gouvernement est corrompu. Et il est très corrompu. C'est aussi insensé. Par exemple, un homme a un contrat de 3 mois. Le contrat se termine, mais il continue à le payer pendant les 20 années suivantes, parce que personne ne met fin à un contrat. Vous avez beaucoup de cas comme ça. En toute honnêteté, c'est l'ampleur de la chose qui est si grande. Mais normalement, dans une entreprise ordinaire, vous terminez le contrat au bout de 3 mois. C'est un consultant. Et le gars ne dit pas qu'il a reçu de l'argent pendant 20 ans. Il continue juste à recevoir des chèques mois après mois. Et vous avez diverses choses comme ça. Et même bien pire que ça, en fait. On pourrait appeler ça de l'incompétence. Peut-être. Ça pourrait être de la corruption. Il pourrait y avoir des accords des deux côtés. Je pense qu'il y a beaucoup de pots de vin ici. Des pots de vin énormes. Parce que personne ne pourrait être assez stupide pour donner certains de ces contrats. Il doit y avoir des pots de vin. C'est pour ça que j'ai été élu, ainsi que pour les frontières, l'armée et beaucoup d'autres choses. Mais c'est une grande partie. J'espère que le système judiciaire va nous permettre de faire ce que nous devons faire. Nous avons été élus pour, entre autres, combattre toute cette fraude, ces abus, toutes ces choses horribles qui se passent. Et nous avons déjà trouvé des milliards de dollars, pas juste un peu, des milliards, beaucoup de milliards de dollars. Et quand on va au fond des choses, ce sera probablement près d'1 billion de dollars. Cela aura un impact considérable sur le budget. Et vous allez voir un juge qu'ils ont choisi à dessein. Et il a certaines tendances. Je ne critique personne pour ça, mais il a certaines tendances. Et il veut nous empêcher de chercher. Comment peut-on arrêter de chercher? Je veux dire, nous avons déjà trouvé. Nous avons un cas à New York où un hôtel a reçu 59 millions de dollars pour héberger des migrants illégaux. Because it's housing migrants, illegal migrants. Et ils sont payés 2 fois le tarif normal des chambres, avec 100% d'occupation. Incroyable. Pour reprendre les commentaires du président, à un niveau élevé, quels sont exactement les 2 ingrédients vraiment nécessaires pour réduire le déficit budgétaire de moitié, de 2 billions à 1 billion? Et c'est vraiment 2 choses, la compétence et le souci des autres. Et si vous ajoutez la compétence et le souci des autres, vous réduirez le déficit budgétaire de moitié. Je m'attends pleinement à être scruté et à subir un examen minutieux quotidien. Autant s'y installer. Ce n'est pas comme si je pensais pouvoir m'en tirer comme ça. Je serai scruté en permanence. Mais avec le soutien du président, nous pouvons réduire le déficit budgétaire de moitié. Nous le réduirons de 2 billions à 1. Et avec la déréglementation,
car il y a beaucoup de règlements qui ne servent pas vraiment l'intérêt public. Nous devons libérer les bâtisseurs de l'Amérique pour qu'ils construisent. Et si nous faisons cela, je pense que nous pouvons obtenir une croissance économique de peut-être 3, 4, peut-être 5%. Et cela signifie que si vous pouvez obtenir 1000 milliards de dollars de croissance économique et que vous réduisez le déficit budgétaire d'1 billion, d'ici l'année prochaine, il n'y aura pas d'inflation. Il n'y aura pas d'inflation en 2026. Et si le gouvernement emprunte moins, cela signifie que les coûts d'intérêt baissent. Donc, les mensualités de tout le monde, hypothèques, crédit auto, factures de carte de crédit, dettes étudiantes, baissent. C'est un scénario fantastique. Pour l'Américain moyen, imaginez qu'ils aillent dans les rayons du supermarché et que les prix d'une année sur l'autre soient les mêmes. Et leur remboursement d'hypothèque, tout leur paiement de dette diminue. N'est-ce pas formidable pour l'Américain moyen? Nous n'avions aucune idée que nous allions trouver autant. Ce n'est pas compliqué, c'est simple. Beaucoup de travail, beaucoup de gens intelligents impliqués, des gens très, très intelligents. On parle peut-être de 500 millions de dollars. C'est fou. Normalement, quand vous examinez quelque chose, vous trouvez un cas sur 100. Ici, c'est presque l'inverse. Vous cherchez un qui est bon. Et vous regardez le titre et vous vous demandez « Pourquoi faisons-nous cela ?» Et le public comprend. Le public se demande « Pourquoi nous payons tout cet argent ?» Cela dure depuis des années. Le sénateur Rand Paul a dit aujourd'hui que les coupes de Doge nécessiteront finalement un vote du Congrès. Êtes-vous d'accord avec cela? Est-ce le plan? Je ne sais pas vraiment. Voici ce que je sais. Nous découvrons une fraude énorme et des abus énormes. Si j'ai besoin d'un vote du Congrès pour trouver la fraude et les abus, ça me va. Je pense que nous aurons le vote, même si certains ne voteront pas. Comment un juge peut-il vouloir nous empêcher de découvrir toute cette fraude et cette incompétence? Pourquoi cela arriverait-il? Pourquoi même le Congrès voudrait-il faire ça? Si nous avons besoin d'un vote, je pense que ce sera facile car nous avons maintenant des résultats. Nous avons déjà trouvé des milliards de dollars d'abus, d'incompétence et de corruption. Si un juge bloque une de vos politiques, une partie de votre agenda, vous y conformerez-vous? Je me conformerai aux tribunaux et ensuite je ferai appel. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a ralenti l'élan. Et cela donne plus de temps aux gens malhonnêtes pour dissimuler les livres de comptes. Si une personne malhonnête se fait prendre, d'autres le voient. Et tout d'un coup, cela devient plus difficile plus tard. La réponse est que je me conforme toujours aux tribunaux. Toujours. Et nous ferons appel. Mais les appels prennent beaucoup de temps. J'espère qu'un juge, si vous allez le voir et que vous lui montrez une situation corrompue, un chèque qui doit être envoyé, mais que nous avons découvert être corrompu, voulez-vous que nous envoyions ce chèque corrompu à quelqu'un? Ou voulez-vous que nous le rendions aux contribuables? J'espère qu'un juge dirait de ne pas l'envoyer et de le rendre aux contribuables. Ce que nous découvrons, c'est qu'une grande partie de la fraude ne va même pas aux Américains. Je pense que nous pouvons tous être d'accord que s'il doit y avoir de la fraude, elle devrait au moins aller aux Américains. Mais beaucoup des réseaux de fraude qui opèrent aux États-Unis et profitent du gouvernement fédéral sont en fait des réseaux de fraude étrangers. Nous devrions arrêter là. Et ce sont de gros chiffres, environ 100 à 200 milliards de dollars par an. Monsieur Musk, vous avez dit sur X qu'un exemple de fraude était l'envoi de 50 millions de dollars de préservatifs à Gaza. Mais après vérification, il s'agissait en fait de Gaza au Mozambique et le programme visait à les protéger contre le VIH. Pouvez-vous corriger ces déclarations? Ce n'était pas envoyé au Hamas, c'était envoyé au Mozambique, ce qui explique pourquoi des préservatifs ont été envoyés là-bas. Eh bien, tout d'abord, certaines des choses que je dis seront incorrectes et devront être corrigées. Personne ne peut être parfait. Nous ferons des erreurs, mais nous agirons rapidement pour corriger toute erreur. Je ne suis pas sûr que nous devrions envoyer pour 50 millions de dollars de préservatifs où que ce soit, franchement. Je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui enthousiasmerait vraiment les Américains. C'est un nombre énorme quand on y pense. Mais s'ils sont allés au Mozambique au lieu de Gaza, d'accord, ce n'est pas aussi grave. Mais quand même, pourquoi faisons-nous cela ? Pouvez-vous parler un peu de la façon dont vous travaillez étroitement avec les chefs d'agence alors que vous dirigez ces coupes?
Quelle influence ont les chefs d'agence lorsque vous prenez ces décisions? Oui, nous travaillons étroitement avec les chefs d'agence. Il y a des contrôles en place. Donc ce n'est pas juste nous qui faisons les choses n'importe comment. C'est en partenariat avec les chefs d'agence. Et je vérifie avec le président pour m'assurer que c'est ce qu'il veut voir arriver. Nous parlons presque tous les jours et je vérifie les choses pour m'assurer. Monsieur le Président, si vous voulez que nous fassions cela, alors nous le ferons. L'USAID a été l'une de vos principales cibles. Êtes-vous inquiet que certaines des coupes ou la fermeture complète de cette agence puisse conduire à des maladies ou d'autres problèmes plus importants, commençant dans d'autres pays et arrivant ensuite aux États-Unis? C'est un exemple intéressant. C'est un domaine où nous travaillons étroitement avec le département d'État et le secrétaire Rubio. Nous avons, par exemple, maintenu le financement pour la prévention d'Ebola et du VIH. Oui, c'est exact. Nous avançons rapidement, donc nous ferons des erreurs, mais nous les corrigeons aussi très vite. Je pense qu'il y a des choses utiles, mais dans l'ensemble, si on regarde le rapport qualité-prix, je dirais qu'il n'était pas très bon. Et il y avait beaucoup trop de ce que vous avez dit que l'USAID faisait, comme influencer les élections d'une manière que je pense douteuse et qui ne résiste pas à l'examen. Juste pour revenir au contrat du Pentagone, si vous avez reçu des milliards de dollars de contrats du Pentagone et que le président vous demande d'examiner le département de la Défense, est-ce un conflit d'intérêts? Non, parce que vous n'avez pas à regarder le contrat individuel. D'abord, ce n'est pas moi qui dépose le contrat. Ce sont les gens de SpaceX ou quelqu'un qui proposera le contrat. Et j'aimerais dire, si vous voyez un contrat attribué à SpaceX qui n'était pas de loin le meilleur rapport qualité-prix pour le contribuable, faites-le moi savoir, parce que chacun d'entre eux l'était. Le président a dit l'autre jour que vous pourriez examiner le Trésor. Pourriez-vous expliquer cela un peu? Quel type de fraude, et cette question s'adresse à vous deux, quel type de fraude vous attendez-vous à voir ou voyez-vous actuellement dans le Trésor américain? Les choses que nous faisons avec le département du Trésor sont si basiques que vous ne pouvez pas croire qu'elles n'existent pas déjà. Par exemple, quel type de paiement est-ce? On ne peut pas simplement laisser le champ vide. Actuellement, pour beaucoup de payeurs, le champ est laissé vide. Et vous devez décrire à quoi sert le paiement, une rationalisation de base qui est aussi laissée vide. C'est pourquoi le Pentagone. Quand est-ce que le Pentagone a passé son dernier audit? Je veux dire, il y a une décennie, peut-être, jamais, vraiment, et nous voulons juste, pour pouvoir passer les audits, avoir des informations financières qui permettent de tracer les paiements. De temps en temps, le Trésor doit mettre en pause les paiements s'il pense que le paiement va à une organisation frauduleuse, comme s'ils sont sur cette liste de ne pas payer. Cela signifie que c'est quelqu'un qui est comme des personnes décédées, des terroristes, des fraudeurs connus, ce genre de choses. Nous ne devrions pas les payer. Nous devrions arrêter cela. Et d'ailleurs, pour le bien du pays, j'espère que la personne qui est en charge et les autres personnes qui me rapportent et qui sont en charge sont autorisées à faire ce qui est juste, à savoir s'assurer que tout est honnête, légitime et compétent. Mais quand on regarde l'USAID, ce n'est qu'un exemple. Nous allons examiner l'armée, nous allons examiner l'éducation. Ce sont des domaines beaucoup plus importants, mais l'USAID est vraiment corrompue. Je vous le dis, elle est corrompue, elle est incompétente et vraiment corrompue. Et je ne peux pas imaginer qu'un juge dise « Eh bien, elle est peut-être corrompue, mais vous n'avez pas le droit. Vous avez été élu pour surveiller le pays et, comme on dit, rendre sa grandeur à l'Amérique. » Et personne ne peut même croire cela. Nous avons découvert des montants massifs de fraude. Je pense que nous avons probablement déjà découvert bien plus de milliards de dollars. En, 2 semaines? Et les chiffres vont atteindre des niveaux que vous ne croirez pas. Et comme je l'ai dit, c'est beaucoup d'incompétence et beaucoup de malhonnêteté. Nous devons l'attraper. Et la seule façon de l'attraper est de la chercher. Comment cela fonctionne-t-il? Le programme de rachat, les travailleurs fédéraux opérationnels. Nous leur donnerons de l'argent, mais ils obtiennent une bonne affaire. Ils obtiennent un gros rachat. Et ce que nous essayons de faire, c'est réduire le gouvernement. Vous vous souciez du personnel de l'USAID? Nous avons trop de gens. Nous avons des bureaux occupés à 4%. Personne ne vient travailler.
parce qu'on leur a dit de ne pas venir. Et puis Biden leur a donné une dispense de 5 ans à certains d'entre eux, 48 000 d'entre eux, leur a donné une dispense de 5 ans pour ne pas avoir à se présenter au travail. Et laissez-moi vous dire, tout cela est largement dû à Biden. C'est sa faute. Ce qu'il a permis dans ce pays, ce qu'il a fait à notre frontière, ce qu'il a fait à notre frontière n'est presque pas aussi grave que ce qu'il a fait avec tous ces contrats qui ont été passés. C'est un jour très triste quand on regarde ça. Je n'arrive même pas à y croire. Mais beaucoup de contrats continuent simplement, et ils continuent de se prolonger, et il n'y avait personne pour corriger cela. Je ne peux pas imaginer que cela puisse être maintenu par le tribunal. Un tribunal qui dirait que le président ou ses représentants, comme le secrétaire au Trésor, le secrétaire d'État, peu importe, n'a pas le droit d'examiner leurs livres et de s'assurer que tout est honnête.